Bien bonjour chers amis et bienvenue sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, un but. Nous construisons, en l'ignorant encore, la perfection, l'état de perfection de l'humanité. Nous construisons le paradis pour une forme de paradis pour nos futurs descendants. Et nous travaillons tous à cette œuvre. Donc chaque être humain, l'humanité a un sens, mais chaque être humain sur cette planète, qui arrive sur cette planète, a un sens. Et il est temps de commencer à le comprendre. Et de ne... Parce que ne pas comprendre son sens, ce que nous faisons sur cette planète, pourquoi nous arrivons à la vie, etc., ça peut être une source de souffrance et de conduite un peu irrationnelle, en fait, parce que c'est à partir du moment où on a conscience qu'on a un sens, et je pense que l'humanité va vers cet éclairage, comme on va vers un monde de lumière, plus ou moins. Maintenant, on se rend bien compte avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, on voit bien qu'on est en train d'éclairer le monde, de ne plus laisser dans des espaces obscurs des choses qui nous dérangent, qui dérangent l'humanité, qui dérangent l'homme, et qui restent un peu dans cet état de noirceur, on pourrait dire. Alors, cette mise en lumière de nous-mêmes, de l'humanité et de la création, ben, elle a commencé il y a très longtemps pour la création, avec les religions, avec les grands mythes. L'homme a toujours cherché à éclairer le monde, parce que c'est inconfortable de vivre, d'être devant l'inconnu. L'inconnu est inconfortable, c'est quelque chose qui dérange. Et donc, c'est une sorte d'obligation mentale pour l'humanité d'éclairer. À partir du moment où elle a développé sa conscience, ces questionnements, eh ben, elle cherche à y répondre. Et puis, au niveau de notre soin, de notre éclairage, de l'éclairage de nos psychologies, de nos pathologies, ben, c'est né au XIXe siècle avec les grands psychologues qui ont commencé à éclairer le champ de l'humanité. Freud, évidemment, et puis beaucoup d'autres. Et donc là, on voit que nous sommes partis pour éclairer le monde. Tout montre cette volonté de l'humanité. Les réseaux sociaux en font partie, tout un tas de choses. Et il me semble maintenant que nous pouvons commencer à nous poser la question de notre sens, du sens de l'humanité. Est-ce que l'humanité a un sens ou pas? On peut commencer à y réfléchir. C'est le travail que je fournis depuis 25 ans maintenant, d'éclairer la possibilité d'un sens. Et pour moi, j'essaye de le démontrer de façon la plus logique possible, la plus, on pourrait dire entre guillemets, scientifique possible, que l'humanité a un sens. Et que chaque être humain à l'intérieur de cette humanité a un sens. Même si il est enfermé dans une grotte, qu'il a décidé d'être un ascète retiré de l'humanité, eh bien, il agit sur l'humanité. Voilà. Chaque être humain agit sur l'humanité de façon égale. Donc, on est tous égaux fondamentalement. Après, on a, pour pouvoir construire l'humanité, on distingue les choses. On va dire, celui-ci est plus que celui-là va plus vite que celui-ci, etc., etc. On va distinguer les choses. Et malheureusement, c'est ce qui donne aussi c'est ce qui nous empêche d'être fraternels entre nous, de pouvoir
nous remercier pour le travail que nous accomplissons durant notre existence pour cette humanité. Parce que c'est ça. Le jour où l'humanité prendra conscience de ce que nous construisons, eh bien, chaque être humain aura droit à de la reconnaissance. Même ceux aujourd'hui que le système, le marché, le système du néolibéralisme essaye de repousser en disant ils n'ont pas d'intérêt, ce sont des humains sans intérêt. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose d'important, parce que il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Il y a beaucoup de narcissisme qui se conforte en se faisant croire qu'ils sont plus importants que celui qui est dans la rue, qui a été éjecté par le système et qui se retrouve dans une des rues de Los Angeles complètement à l'abandon. Et puis ceux qui vont croire qu'ils ont une importance inouïe. Un chef d'État, il n'a pas plus d'importance que le clochard qui est dans la rue abandonné. Pas plus pour l'évolution de l'humanité. Les deux donnent la même chose, c'est-à-dire l'entièreté de leur existence. Voilà, c'est tout. Et c'est juste des questions de facilité de croire qu'un tel a plus d'importance que l'autre. Et ça, c'est quelque chose, l'humanité éclairera aussi cette réalité. Elle montrera ça, et donc ça dévaluera le narcissisme, ça amènera de l'horizontalité dans l'humanité, etc., du respect mutuel et de la bienveillance envers ceux qui évoluent par la souffrance. Voilà, le mendiant au coin d'une rue, il fait évoluer l'humanité par sa propre souffrance. Voilà. Alors, pour éclairer cette théorie, je m'appuie sur des audios bien souvent. Et là, j'ai entamé une série sur Platon, c'est l'épisode 6 qu'on attaque sur 8, il y en a 8, donc il y a 8 vidéos. Chaque vidéo, je fais 4 ou 5 petites explications derrière. Et donc, c'est sur la République de Platon. Et là, on part sur l'épisode 6 sur 8, à partir du livre 7, « Faut-il sauver les ignorants ?» C'est la question qui est posée. L'invité du jour, c'est Monique Canto-Sperber, philosophe au CNRS. Alors, je lance l'audio et je mets mon grain de sel. Précédemment dans la République de Platon. L'opinion, elle a quelque chose qui lui manque, la dimension interrogative, puis elle a quelque chose en trop, c'est l'opinion qu'elle a d'elle-même. À savoir qu'on peut s'y fier. S'il nous dit ça, c'est que ça vaut la peine. Enfin bon, vous pouvez pas ouvrir la radio en ce moment sans vous demander est-ce que ça vaut la peine de le croire, celui-là. Donc, la République de Platon, saison 2, épisode 2. C'était la vidéo précédente avec une autre intervenante, et donc on était sur la question de l'opinion et de la raison, de la vérité et l'opinion en fait. 2. Faut-il sauver les ignorants ? Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte qui a son entrée en longueur ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. De Platon. Ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant, incapables qu'ils sont à cause du lien de tourner la tête. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin derrière eux. Et entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici qu'un muret a été élevé, de la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent de cloisons qui les séparent des gens. C'est par-dessus qu'ils montrent leurs merveilles. Alors, n'oublions pas que ça a été écrit il y a 2500 ans. 500 ans avant
avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ. Et donc, ça montre un petit peu c'est ça qui est intéressant avec cette littérature, et c'est une bénédiction qu'on ait la possibilité d'avoir ces ouvrages, parce qu'il montre la vie telle qu'elle était. Il existait ces marionnettes, ces marionnettistes, etc. Donc ça fait partie déjà de la vie à l'époque. Vois aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes qui dépassent du muret. Des statues d'hommes et d'autres êtres vivants, façonnés en pierre, en bois et en toute matière. Parmi ces porteurs, comme il est normal, les uns parlent et les autres se taisent. C'est une image étrange que tu décris là, dit Glaucon, et d'étranges prisonniers. Semblables à nous, dis-je. Pour commencer, en effet, crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, que les ombres qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux? Donc pour eux, la réalité, c'est uniquement cette projection. Ils pensent que la réalité, c'est ce qui se projette, c'est les ombres de ces gens qui passent derrière et qui se projettent contre les murs de la grotte. Ils n'ont pas la possibilité de tourner la tête, de voir la réalité. Ils ne voient que ça. Donc pour eux, depuis leur naissance, ils ont cela comme réalité. La grotte en face d'eux. Comment auraient-ils fait, dit-il, puisqu'ils ont été contraints tout au long de leur vie de garder la tête immobile? Et en ce qui concerne les objets transportés, n'est-ce pas la même chose? Bien sûr que si. Alors, s'ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-tu pas qu'ils considéreraient ce qu'ils verraient comme ce qui est réellement? Si, nécessairement. Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de la paroi d'en face? Chaque fois que l'un de ceux qui passent émettrait un son, crois-tu qu'il penserait que ce qu'il émet est autre chose que l'ombre qui passe? Non, par Zeus, je ne le crois pas, dit Glaucon. Dès lors, dis-je, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Voilà, pour eux, le vrai, c'est ça. Et c'est pourquoi Magritte, par exemple, a dessiné une pipe en écrivant en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». C'est la représentation d'une pipe. Et c'est pourquoi certains peintres, certains artistes conceptuels, Kossuth, etc., ont travaillé sur cette idée de représentation. Une chaise, la description de la chaise, la photo de la chaise. Voilà, c'est trois choses qui décrivent la même chose. Donc, il y a une réflexion derrière cette chose-là. Mais c'est surtout le travail sur l'illusion. Et le travail sur l'illusion va encore plus loin. Selon ma théorie, justement, tout ce que nous voyons à travers la conscience ordinaire, c'est-à-dire la conscience de l'ego, qui a été construite, tout ce qui a été construit dans mon esprit depuis mon enfance, dès le début, on a dû me dire, m'appeler par mon prénom, etc. Donc ce prénom s'est inscrit, telle personne a tel prénom, on m'a enseigné les prénoms des gens, et donc ces gens-là, pour moi, sont représentés par un prénom, mais en réalité, c'est une construction, ils sont autre chose que ce prénom. Et puis on m'a dit, ça c'est un arbre, ça c'est telle essence, ça c'est telle chose, etc. Donc je suis construit avec tout un tas de mots, et quand je vois passer une voiture, ce qui vient tout de suite dans mon esprit, c'est, tiens, une voiture et telle voiture, telle marque, etc., etc. Et pareil pour, quand je me promène en forêt, je vois, les choses que je vois, je les décris dans mon esprit comme pour ce qu'elles sont. Et en réalité, ça appartient à l'humanité.
les autres primates, les primates naturels, ben, ils n'ont pas cette définition. S'ils passent à côté d'une voiture, si une voiture passe à côté d'eux, ils n'auront pas décrit comme étant une voiture. Ça sera autre chose. Ils auront une autre vision. Ils n'auront pas la définition d'un arbre ou de ces choses-là, mais ils vivront quand même au contact de ces choses-là. Donc ça aura une représentation, mais une autre. Et puis le ver qui est à l'intérieur de l'écorce de l'arbre, ben pour lui, sa représentation de l'arbre, ça n'aura rien à voir. Un oiseau n'a pas la même vision. Certains voient en noir et blanc, certains animaux voient en sorte d'une autre façon, et donc la représentation que nous avons, c'est une représentation. Donc tout ça, c'est quand on s'attache à cela, et c'est légitime de s'attacher à cela, on est devant une illusion. Et selon moi, ça c'est lié à la conscience ordinaire, la conscience, là par exemple, dans l'état de conscience dans lequel je suis, c'est mon ego qui parle, c'est le moi, c'est la construction qui est faite à l'intérieur de ce corps et qui gère les choses et qui croit qu'il est cette chose-là, qui croit qu'il est Jean-Marc Tonizzo, machin, à tel âge, tel truc, etc. Dans l'état d'extase, et c'est ce vers quoi l'humanité tend, quand je dis l'humanité va vers sa perfection, l'extase. L'extase ou l'éveil, ou le nirvana, peu importe, ou la béatitude, ou l'ataraxie, ou on peut l'appeler de différents termes. C'est un autre état de conscience. Cet état de conscience, c'est un état où l'ego a disparu. À la place, on tombe en état de contemplation. Les 2 dernières vidéos sur Platon, et j'ai fait 2 vidéos hier soir sur le banquet de Platon et la partie de Diotime et la montée vers l'amour. Et qu'est-ce que l'amour à son sommet, que Platon distingue bien des autres formes d'amour en disant « Est-ce que tu es capable ?» En parlant à Socrate, Diotime dit « Est-ce que je ne sais pas si tu es capable de pouvoir comprendre et vivre ce que la façon dont je vais te parler de l'amour ?» Et l'amour dont elle parle, c'est la contemplation. Et l'extase, c'est l'état de contemplation. C'est un état... La contemplation, c'est un état où l'esprit il est posé sur l'immédiat. Il n'a de vision que l'instant présent. Il ne peut pas se projeter dans le futur, il ne peut pas faire référence, le passé ne fait plus aucune référence en lui. Et le passé, eh bien, il influence toute notre existence, tout ce que nous avons vécu dans notre enfance, par exemple, va faire que nous nous comportons de telle ou telle façon. La façon dont je parle là, eh ben, elle est liée à ces traumas d'enfance, à toutes ces... dans mon cas, par exemple, j'ai vécu du stress post-traumatique de façon violente, et ben ça influence ma façon de penser, de parler, d'être un peu sur un état de qui-vive. Dans mon état d'esprit, je suis pas dans la sérénité, par exemple. Là, je suis dans un autre état. Je suis dans l'état qui est impacté par ce passé. Et je suis impacté par le futur, parce que je tiens compte de l'heure, je sais l'heure qu'il est, etc. Par exemple, là, j'ai décidé depuis hier de faire du jeûne ponctuel, donc je ne veux pas manger jusqu'à midi, voilà. Donc, il y a cette chose-là, donc l'heure a de l'importance pour moi. Cet après-midi, il fait un peu soleil, j'ai envie d'aller peut-être marcher. Tout ça, c'est dans mon esprit. Même si ce n'est pas complètement dans mon esprit, mais c'est ce qui fait que je ne suis pas présent
complètement dans ce moment. La présence absolue au monde, être réellement présent au monde, c'est un état de contemplation, de silence, où on ne peut plus se projeter et où on n'est qu'en état de contemplation sur l'instant. Et il y a une sensation qui correspond à cet état-là. Cette sensation, c'est l'extase, c'est une sensation d'amour absolu. Donc Platon avait raison, Diotime avait raison d'expliquer ça. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on sait que l'état de contemplation, l'état d'extase absolue, de moment, d'instant total, l'éveil, c'est un état d'amour absolu que le corps ressent. Il ressent ce qu'on appelle l'amour, mais c'est qu'un terme, l'amour. C'est pareil que Tonizzo, mon nom, voilà, c'est un terme, c'est quelque chose qui est accroché à ça, mais en réalité, je corresponds à ce corps avec voilà, ça aurait pu, c'est qu'une définition. Et amour, c'est la même chose. L'amour dont je parle, dans l'état d'extase, c'est la sensation que chaque cellule de mon corps ressent dans cet état-là, dans cet état d'amour absolu. Eh bien, mon corps ressent cet amour absolu, et chaque cellule. Voilà. Bonjour Monique Cantos-Perber. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l'École normale supérieure et présidente fondatrice de Paris Sciences et Lettres, auteur de plusieurs ouvrages de philosophie antique et de philosophie morale contemporaine. Et c'est donc avec vous que nous allons faire cette 6e émission sur la République de Platon. Je dois dire que chaque jour, la joie est plus grande encore de parler de ce texte. C'est l'effet Platon ? Oh, certainement, il est irrésistible. C'est un envoûtement, un enchantement d'ailleurs que Platon a souvent décrit dans ses dialogues. Et particulièrement avec ce texte, puisque nous sommes, d'une certaine manière, au cœur du mystère de l'être et du connaître. Parce que dans le texte qui vient d'être lu, qui est ce texte fabuleux, extraordinaire, qui a inspiré toute l'histoire de la philosophie et qui ouvre le livre 7, ce sont les premières lignes du livre 7, d'une certaine manière, tout y est. Ce que vous avez appelé l'enfermement, mais également dans cet enfermement qui est un enfermement physique, puisque ces prisonniers sont immobilisés par les pieds, par la tête. Ils ne peuvent ni bouger, ni marcher, ni tourner la tête. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun espace de découverte possible. Eh bien, on voit dans cet enfermement déjà toutes les sources de ce qui va être la ressource fondamentale du questionnement. Parce que, bien sûr, ils sont prisonniers, bien sûr, ils ne voient que des ombres, mais en même temps, ils parlent, ils interprètent, ils examinent pour en déduire des choses inexactes, c'est-à-dire que ce qui leur est présenté comme des ombres est la réalité, que ce dont ils voient les images projetées sur ce qu'ils regardent n'est en fait absolument pas la description exacte de ce qui se passe derrière eux et qu'ils ne peuvent pas voir, mais en même temps ils cherchent, ils discutent. Et en plus, la description exacte, même s'ils se retournaient, elle n'est pas exacte. C'est pareil, ça sera, s'ils disent ce sont des esclaves qui portent des amphores, par exemple, bien, c'est que de l'illusion. Ce sont des hommes esclaves, ça ne donne pas leur réalité. Leur réalité est beaucoup plus profonde que cela. Et les amphores, c'est pareil, c'est une constitution c'est une forme qu'on a donnée à la terre pour à certaines particules élémentaires organisées en terre, etc., qui vont, sous l'effet d'autres particules élémentaires de feu, qui vont en faire ce que ça devient. Voilà, donc ils discutent. Et d'une certaine manière, dans cet enfermement intellectuel et dans cette immobilité physique, dans cette contrainte absolue, il y a déjà toutes les ressources
de l'éblouissement et de la découverte de l'être véritable et des voies de la connaissance. Et au fond, ce texte d'emblée nous place au cœur du mystère platonicien. On présente souvent l'œuvre de Platon et sa philosophie comme une dissociation radicale entre les images, les apparences, les opinions d'un côté et la réalité, la connaissance de l'autre. Mais tout au long de son œuvre, Platon n'a cessé de rechercher le chemin, la ressource, l'itinéraire qui nous permettra de passer de l'un à l'autre. Dans un texte prodigieux du Phédon, Platon parle même du désir d'intelligible qui est présent dans le sensible. Et bien, d'une certaine façon, au cœur même de cet enfermement, on voit déjà esquisser cette palpitation humaine, cette recherche humaine qui sera une ressource d'accès vers l'intelligible. Ce désir d'ascension pour nous hisser hors de cette caverne ou de cette grotte selon les traductions. Donc l'allégorie de la caverne porte... Ça n'est qu'une allégorie, justement. La caverne, c'est juste pour montrer que nous sommes hors de, justement, l'intelligible. L'intelligible pour Platon, à mon sens, c'est justement ce qu'on peut toucher à travers l'extase, ce que Diotime peut toucher à travers l'amour absolu, à travers la contemplation. C'est dans cet état-là, et ça n'est plus une réflexion à ce moment-là, c'est une sensation qui donne accès à la vérité, accès au monde, à ce monde des idées, au monde dont parle Platon, au bien par excellence, au bien total, au fait que tout est construit de bien, tout est fait du bien, sous un certain angle. Porte bien son nom, car en effet, il s'agissait pas simplement un mythe, c'est vraiment une allégorie, puisque ça la signifie par un mouvement, disons, d'analogie, signifie ou exprime notre propre condition, à nous autres, êtres mortels, qui ne sommes peut-être pas philosophes tels que Platon l'entend, mais est-ce que ça veut dire que nous sommes tous dans l'illusion? Est-ce que les prisonniers, c'est... Je découvre cet audio. C'est comme ça que je pratique la plupart du temps. Je la découvre en même temps que je la commente. Ça me permet d'être plus simple, quoi. Non. C'est nous, finalement, nous sommes tous ces prisonniers de la caverne. Et deux, est-ce que ça veut dire que ce que nous tenons pour vrai n'est en fait qu'une illusion, ce qui est une manière de donner raison au complotisme, au fond? C'est mais non, on vous ment, ce que vous croyez être vrai. Alors, c'est là où c'est... Pourquoi aller chercher pourquoi essayer enfin... Le complotisme, c'est une autre irréalité, encore pire que l'illusion, qu'on a des choses sur lesquelles on s'attache en disant, ben voilà, par exemple, on a besoin de se décrire comme philosophe, et puis avec telles étoiles, comment on appelle ça, tel grade, voilà, dans la vie pour graduer les choses, pour graduer les êtres humains. Et en réalité, les fake news c'est juste la malveillance, c'est de la malveillance, mais ça n'a rien à voir avec l'illusion. C'est une illusion sur l'illusion, mais c'est vraiment dans un but de faire du mal, alors que on est dans cette illusion, l'humanité est dans l'illusion, vit dans un monde qu'il s'est construit, qu'il a construit, et qui n'est pas le monde de l'extase, qui n'est pas le monde de la contemplation, qui est un autre monde, qui est le monde de la construction de l'humanité. On construit la perfection, et pour construire cette perfection, nous sommes contraints d'accepter, de jouer le jeu de l'illusion. Voilà. Mais ça, c'est la norme de la création. Et ça n'a rien à voir avec les malfaiteurs qui vont être dans le complotisme, dans les choses comme ça. Ce que vous croyez être vrai n'est pas vraiment le vrai, et je vais vous montrer où est la vérité. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, encore une fois, c'est que ces images que les prisonniers pensent être la réalité. Et pourquoi pensent-ils être la réalité? Parce que tout être humain
a une sorte de présomption de stabilité, que ce qu'il voit, ce qu'il connaît, ce qu'il appréhende autour de lui, eh bien, est tel qu'il le perçoit. C'est-à-dire, on passe de la perception à l'affirmation d'une réalité. D'ailleurs, c'est un problème que les philosophes d'aujourd'hui, dans toutes leurs tendances empiristes, inéistes, rencontrent constamment. C'est-à-dire que la réalité ne se réduit pas à la perception qu'on en a. Et on a tendance à le penser. Comment en serait-il autrement et d'une certaine façon, lorsque Descartes, au début du discours de la méthode, c'est bien plus tard, en 1636, donc déploie cet extraordinaire paysage du malingénie, c'est-à-dire n'y a-t-il pas autour de nous un malingénie qui prend plaisir à me tromper systématiquement, et encore plus trompeur que ne l'est le rêve, c'est-à-dire qui m'oblige, me contraint à ne voir que ce que m'offre la réalité et qui m'oblige constamment à considérer que c'est la vérité, alors qu'en fait c'est une extraordinaire scénographie qui est destinée à me tromper. Voilà, mais c'est... je pense que c'est le travail du philosophe, et pas que, c'est aussi le travail du physicien, c'est le travail du scientifique, mais c'est le travail du philosophe, de nous, d'essayer d'éclairer justement ce qu'est la réalité, ce qu'est l'illusion, etc. Et les religions ont déjà pensé, ont déjà dit tout ça de façon intuitive, mais c'est parce qu'ils ont fait l'expérience, ceux qui ont amené ces idées à mon sens, ils ont fait l'expérience de l'extase, et ils ont vu que le monde, c'est pas... Parce que dans cet état d'extase, le monde, la réalité ne correspond pas à ce qu'on imagine dans la vie ordinaire. Ça nous amène à penser que on a construit, il y a une construction de choses, il y a tout un tas de choses qui nous servent à comprendre le monde, à décrire le monde, mais qui ne sont pas le fond de ces choses-là. Donc, ces expériences d'extase que j'ai vécues, par exemple, pendant une semaine, au tout début de la mécanique universelle, c'est quelque chose qui vient accidentellement aussi. C'est pas forcément, évidemment, depuis que certains l'ont pratiqué et ont compris, ils en ont donné les techniques. Dans le bouddhisme, dans le zen, c'est des techniques pour essayer d'accéder à cet état d'extase, à cet état d'éveil, à cet état de présent absolu. C'est le cas du soufisme, c'est le cas dans toutes les religions, on retrouve ce travail d'aller vers la réalité. Et c'est pas pour rien que ces religions disent la réalité, c'est pas celle-ci. La réalité est ailleurs. La vraie réalité, c'est autre chose, etc. C'est à un autre niveau. Et pour accéder à cette réalité, c'est dans un autre état d'esprit, etc. Voilà. Mais donc c'est pas rien, quoi. Et dans l'histoire de la philosophie, cette réflexion, elle est fréquente. C'est peut-être très récent qu'on l'a mis de côté, que l'humanité l'a mis de côté. On est plus devant des philosophes de type Saint Thomas. Il n'y a que la réalité qui compte, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est la réalité, elle est comme ça, c'est à ça qu'on doit croire et on doit se fixer là-dessus. Et même si la science est en train de dire, mais il y a peut-être des multivers, il y a peut-être d'autres choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Peut-être que la conscience est extérieure à nous-mêmes, etc. On est encore, à mon sens, la suffisance avec laquelle on va venir en disant c'est comme ça et pas autrement, c'est peut-être un peu orgueilleux.
dans Et ces à cas. me tromper, comment vais-je sortir de cet enfermement? Ce que décrit Platon dans la caverne, c'est un peu la même chose. Alors Descartes en sort de manière spectaculaire par la position d'une certitude absolue. Je pense donc je suis, sans en aucune circonstance, ça ne peut être objet de tromperie. Cautionné par l'existence de Dieu quand même. Il a besoin que Dieu existe pour oui, mais asseoir sa certitude. au début, dans la première... Et en fait, oui. Dans la première étape, c'est cette position, ce qu'on a appelé le point d'Archimède, évidemment. Alors, je pense donc que je suis, mais c'est, à mon sens, s'il avait expérimenté l'extase, Descartes, il aurait dit « Je ne pense à rien, je contemple, donc je suis ». Parce que je pense, c'est-à-dire à partir du moment où je crée, je suis, mais je suis extérieur. Mais d'accord, on comprend ce qu'il veut dire dans cette chose-là. Mais à mon sens, la réalité, c'est je contemple, donc je suis. Parce qu'on n'est réellement présent au monde que quand on est dans cet état de contemplation, qui est un état silencieux, qui est un état d'accueil des choses. La pensée, c'est quelque chose qui se projette. Là, je vois cette voiture, mon esprit est allé se projeter pour penser voiture par rapport à cette chose-là. Par rapport à ce verre, ma pensée va se projeter en disant verre. Si je suis dans l'état de contemplation, j'ai pas le mouvement, ça ne vient pas. C'est pas l'idée de voiture, de verre ou de choses comme ça. C'est pas systématique. On voit et on accueille. Ça vient de l'extérieur, en somme. C'est comme ça que j'ai vécu cette expérience. Évidemment, c'est-à-dire ce lieu, se concentrer de l'indubitable absolu qu'aucun doute ne peut falsifier. Dans la caverne, on est dans une autre perspective. Ces hommes cherchent, et d'une certaine manière, Platon est beaucoup plus désespéré que Descartes, c'est-à-dire que ce qu'il attend, c'est la révélation, c'est-à-dire qu'on les libère. Il faut que quelque chose se passe. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Platon n'est pas... Platon, justement, a fait, à mon sens, l'expérience de l'extase. Si on se réfère à, justement, Diotime, à cette idée de la contemplation. Donc, c'est autre chose. Descartes est plus matérialiste et donc, au fond, il est plus empêtré dans l'illusion de la chose. Mais je ne connais pas suffisamment ce travail, c'est à réfléchir. Par contre, le travail de Descartes est fondamental, évidemment, ça ne remet pas en question, mais je pense que les philosophes qui ont un lien avec le spirituel, par exemple les présocratiques, etc., qui ont fait l'expérience, selon moi, de l'extase, et c'est peut-être le cas de Hegel, et c'est peut-être le cas de Jean-Jacques Rousseau, c'est peut-être le cas, voilà, vont avoir une autre vision du monde que ceux qui n'ont pas fait cette expérience-là. C'est un point de vue. Pour qu'ils puissent tourner la tête. Cette thématique de la tête qu'on tourne, des yeux qu'on porte, ou des yeux qu'on détourne pour éviter de voir ce que peut avoir, même dans des perspectives morales, ce que peut avoir d'inadmissible la réalité, est quelque chose qui est, d'une certaine manière, au cœur de la philosophie platonicienne, parce que cette découverte intellectuelle, ils vont tourner la tête et ils vont se rendre compte que ce qui donne en quelque sorte la possibilité d'existence à ces entités qui passent derrière leur dos et dont ils voient simplement les ombres, eh bien c'est la présence d'un feu, c'est-à-dire la présence d'une lumière. N'est pas visible le réel en tant que tel, que soit le sensible ou l'intelligible, n'est pas visible en tant que tel. Oui, il faut imaginer qu'il y ait une source lumineuse. Voilà, parce qu'il y a une scénographie la vision possible dans la caverne, puisqu'il y a ces individus qui sont liés, en effet, qui ne peuvent bouger ni le corps ni la tête, comme des pantins immobiles. Il y a un feu qui projette une lumière contre un mur et des personnes qui agitent ce qui pourrait ressembler à des objets fabriqués au fond, que les personnes vont voir uniquement à travers leurs ombres. C'est-à-dire, c'est comme le principe du cinéma. Au fond, on voit simplement des ombres projetées sur un mur. Mais sans la lumière, et donc c'est quand même quelque chose, que ça soit la lumière qui soit le moteur de
notre réalité. Parce que s'il n'y a plus de lumière, mais plus du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus le reflet de la lune, ni le reflet des étoiles, ni rien du tout. C'est la nuit la plus obscure. Comment pourrions-nous vivre? Voilà. Et pourquoi c'est la lumière qui est une des formes de la matière, hein, qui est le révélateur des L'ombre choses. projetée sur un mur et on ne sait pas que derrière, il y a des individus qui manipulent les objets fabriqués dont l'ombre est projetée sur le mur que nous regardons. Mais alors, qui sont ces individus qui manipulent les objets fabriqués pour nous tromper, Monique Antos-Perber? Eh bien, c'est d'une certaine manière toutes les ressources d'artifice du monde, parce que c'est une question très, très centrale dans la philosophie platonicienne, qu'on a souvent résumée avec le terme un peu facile d'imitation. C'est-à-dire, il y a un réel, et le premier réel, c'est celui qui est donné par la nature, et puis il y a cette tendance humaine donc que Platon considère comme existante, enfin dont on n'a même pas expliqué l'origine, qui est la capacité à reproduire. Et c'est un thème fondamental dans l'épistémologie de Platon, c'est-à-dire sa théorie de la connaissance et les trésors d'intelligence qu'il déploie pour savoir comment on peut dire que quelque chose est vrai, que ce passage du réel à l'artificiel. C'est-à-dire qu'au fond, et on le verra un peu plus loin si nous parlons des formes, Platon s'est tout de suite donné, c'est sa première recherche dès les premiers dialogues, dès le Cratyle, qui est un dialogue tout à fait fondateur dans ce domaine, qui ne parle pas simplement des noms, mais comment on arrive à supposer une stabilité, une unité derrière la diversité, la diversité des objets fabriqués. Donc, pour ce qui a trait aux objets fabriqués, à ces objets qu'on fait circuler derrière les prisonniers, on peut imaginer qu'on a besoin de faire l'hypothèse de quelque chose, de ce que Platon appellera l'idée du lit, la forme du lit qui rassemble toutes les formes du lit, qui permettent de savoir que c'est toujours un lit. Mais pour les objets naturels, enfin pour les réalités naturelles, cette nécessité de faire l'hypothèse de quelque chose d'unique, avec un nom unique, semble beaucoup moins évidente. Et c'est une difficulté à laquelle Platon reviendra sans arrêt, au point que parfois on a l'impression qu'il n'y a plus tellement de différence entre le naturel et l'artificiel, que pour lui les réalités existantes du monde sensible naturel, au fond, n'ont pas tellement plus de dignité que les réalités artificielles et copiées. À d'autres moments dans ces dialogues, on a l'impression au contraire qu'il y a une séparation ontologique radicale entre les deux. Le fait d'avoir choisi de parler d'objets artificiels, d'objets fabriqués, plutôt que de réalités naturelles. On aurait pu transporter des fleurs derrière eux, ou des animaux, ou de je ne sais quoi, qui au fond appartient aussi aux sensibles et est frappé de la même disqualification ontologique que les objets fabriqués. Là, Platon, d'une certaine manière, en tout cas, je ne sais pas quelle était son intention, mais en parlant d'emblée des objets naturels, des objets artificiels, il a voulu en quelque sorte rassembler la totalité du monde sensible et de faire de la relation d'imitation, qui sera très importante dans plusieurs de ces dialogues et dans d'autres livres de la République en particulier. Alors quelque chose, je ne dirais pas d'accessoire, mais là ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pas de l'imitation de la manière dont l'homme reproduit la nature, avec toute la possibilité de falsification que cela pose. C'est d'autre chose qu'il s'agit. Il s'agit de la mise en contact, cette scénographie qui fait se heurter l'aspiration, le monde sensible et toutes ses illusions, et l'exigence d'un intelligible qu'on voit déjà apparaître dans cette propension que les humains à parler entre eux, à expliquer, et même à dire c'est ça, leur conclusion est fausse. Mais il y a quand même un travail de conclusion qui prépare l'aspiration à autre chose. Alors, on va arrêter là. Oui, c'est le monde intelligible, et c'est là où il faut arriver à comprendre ce que veut dire Platon. Mais je pense que c'est justement ce monde qui est cette réalité, et qu'on peut aborder, qu'on peut atteindre à travers l'extase. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, avec votre suite.
vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et vous pouvez participer à ce travail si vous en avez la volonté. Merci et à très bientôt.